Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Dans la salle de permanence du commissariat, Ralph et moi attendions de plus amples renseignements. Ralph sirotait son café en bâillant. La victime portait des chaussettes dépareillées, une bleue et une verte, me dit-il entre deux bâillements. Ah bon? Lui dis-je. Nous pouvons donc en déduire plusieurs choses. Hein? Quoi, par exemple? Eh bien, selon toute vraisemblance, le mort était daltonien, ou alors il s'était habillé dans le noir. Ouais, il était peut-être tout simplement aveugle. Non, Ralph. Il avait des verres correcteurs dans la poche de sa veste. Eh ben, je parie qu'on trouvera chez lui la paire de chaussettes complémentaires. Pas nécessairement, Ralph. Peut-être qu'il était économe. Économe? On voit pas le rapport. Ralph, il est rare que deux chaussettes d'une même paire s'usent en même temps. Pourtant, quand l'une devient inutilisable, on a généralement tendance à acheter les deux à la fois, non? Sauf les gens économes qui conservent la bonne chaussette afin de la réappareiller à l'occasion avec une autre chaussette de même couleur. Eh ben, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il n'a pas attendu de pouvoir reconstituer une nouvelle paire? Eh bien, Ralph, ça tend à prouver que la victime était célibataire. Chacun sait que les célibataires attendent de ne plus rien avoir à se mettre pour faire leur lessive. Il y a de fortes chances pour que ce célibataire économe se soit trouvé à court de chaussettes propres, à part cette bleue et cette verte, seules de leur espèce. Que voulais-tu qu'il fît? Il les a mises, sachant qu'elles seraient cachées par son pantalon et que, de toute manière, personne n'irait regarder ses chaussettes pour voir si elles faisaient la paire. Bon, quoi qu'il en soit, voici les faits dont nous disposons. La victime a été découverte dimanche à 6 heures du matin dans une rue donnant sur Fremont Street par un chauffeur de taxi qui prenait un raccourci. C'est un homme proche de la trentaine, mesurant approximativement 1,85 m pour environ 100 kilos. Il a été tué d'une balle en plein cœur. Il n'avait pas de portefeuille sur lui et n'a donc pas encore été identifié. On suppose qu'il a été agressé par un voleur et qu'il s'est fait tuer en essayant de se défendre. Le capitaine Witherspoon entra dans la salle de permanence, des documents à la main. Nous avons vérifié les empreintes de la victime, les gars. C'est un nommé Mickey Tiller. Il a été condamné à plusieurs reprises pour coups et blessures, ivresse sur la voie publique et pour détention illégale de films pornographiques. Et, tenez-vous bien, il est mort noyé. Noyé? Enfin, capitaine, ses vêtements n'étaient pas humides. Je sais, Henry, je sais. Il ne les portait sans doute pas au moment de sa mort. Apparemment, on l'a habillé qu'après. Et la balle en plein cœur, capitaine? Mais c'est pas ça qui l'a tué, Henry. Il était déjà mort quand elle a été tirée. Le médecin légiste a remarqué que la blessure n'avait pratiquement pas saigné. Ça l'a incité à approfondir son examen et c'est ainsi qu'il a découvert que les poumons étaient remplis d'eau. Noyé? Mais comment trouver l'auteur d'une aussi macabre mise en scène? C'est ce que vous saurez dans quelques instants.
Dimanche, à 6 heures du matin, un chauffeur de taxi a trouvé un certain Mickey Tiller, tué d'une balle en plein cœur dans une rue déserte. On suppose qu'il a été agressé par un voleur et qu'il s'est fait tuer en essayant de se défendre. Mais le médecin légiste, remarquant que la blessure avait très peu saigné, a approfondi son examen et a découvert que les poumons de la victime étaient remplis d'eau. Eau douce ou eau salée, capitaine? Le capitaine me regarda, les yeux ronds. « Henri, nous sommes à 3000 kilomètres de l'océan le plus proche. » « C'est vrai, capitaine, tout à fait vrai, mais si ça se trouve, cet homme était employé à l'aquarium de la ville. Ben, il s'est noyé dans l'un des bassins d'eau salée. »« Non, Henri, non, désolé. Il travaillait pour la société Rinaldi, une de ces entreprises d'entretien de jardin qui passent chaque semaine chez leurs clients pour tondre la pelouse et arroser les fleurs. »« Capitaine, je présume qu'il y avait du chlore dans l'eau que contenaient ses poumons. » De nouveau, le capitaine me regarde d'un air surpris. « Henri, pourquoi présumez-vous qu'il y avait du chlore dans ses poumons? Qui vous dit qu'il ne s'est pas noyé dans un étang, dans un lac ou dans une rivière? » « Impossible, capitaine. Parce que quand il s'est noyé, il était nu ou vêtu d'un simple maillot de bain. Or, en cette saison, il fait trop froid pour se baigner. » « Bah voyons, Henri, il aurait pu se noyer dans une baignoire, non? » « Capitaine, le corps présentait-il des contusions, des égratignures? Avait-il de l'alcool dans le sang? De l'alcool ou de la drogue? » « Non, ni contusion, ni égratignure, ni bosse, Henri, pas de traces de drogue non plus. En revanche, l'autopsie a montré qu'il avait dû boire 2 ou 3 verres d'alcool avant sa mort. » Pour le noyer dans une baignoire, capitaine, il aurait fallu lui maintenir la tête sous l'eau. Ça aurait été une rude tâche, si l'on considère que c'était un colosse d'1,85 m et de 100 kilos en pleine possession de ses facultés physiques. Il se serait débattu, non? Et cette lutte aurait laissé des marques sur le corps. Le capitaine hocha la tête. « Vous avez raison, Henri. Il y avait du chlore dans l'eau contenue dans ses poumons. »« Capitaine, cela signifie qu'il a été poussé dans le grand bassin d'une piscine couverte et qu'on l'a laissé se noyer. Il ne savait manifestement pas nager, sans quoi il n'aurait pas coulé. Son forfait accompli, l'assassin s'est livré à une petite mise en scène. Il a habillé sa victime et l'a abandonnée dans une ruelle, après lui avoir tiré une balle en plein cœur. Le but de la manœuvre, apparemment, était de faire croire que Tiller avait été tué ailleurs, d'une façon différente. Dites-moi, capitaine, depuis combien de temps était-il mort quand on l'a retrouvé? Le médecin légiste situe le décès vers minuit, à 1 heure près. Je laissais fonctionner mon cerveau à partir de ces données. Enfin, je déclarai « Capitaine, Mickey Tiller s'est noyé dans une piscine couverte et privée. »« Bah, couverte, je veux bien, Henri, mais qu'est-ce qui vous prouve qu'elle était privée? N'a-t-il pas pu se noyer dans une piscine publique ou dans la piscine d'un lycée, par exemple? » Non. Il est mort samedi vers minuit, capitaine. À cette heure-là, toutes les piscines publiques étaient fermées par ailleurs. Le fait qu'on ait décelé de l'alcool dans son sang laisse supposer qu'il s'agissait d'une piscine privée et d'une soirée très privée, un tête-à-tête, sans témoin, tous les deux seuls. Une oaristice entre la meurtrière et sa victime. « Une oaristice? Qu'est-ce que c'est que ça? » demanda Ralph. Le capitaine Witherspoon, qui avait étudié le grec, lui expliqua le sens du terme. « T'aurais pu le dire tout de suite, » dit Ralph. « Ils avaient donc une oaristice près de la piscine et elle l'a poussé dans le grand bain. Mais pourquoi? » « Ralph,
Combien de personnes au monde peuvent se permettre d'avoir une piscine privée sous leur toit? Pas beaucoup, en effet. Précisément, Ralph. À présent, considérons le contraste avec le statut social de la victime. Ils considérèrent et attendirent. Je repris. Ma conviction est que la meurtrière est une cliente de la société Rinaldi et que sa résidence se trouve sur l'itinéraire de Tiller. C'est l'éternelle histoire de Lady Chatterley, sauf que cette fois, l'amant est un jardinier. Je pense que la femme que nous recherchons est de constitution robuste. Le genre Valkyrie, dirais-je. « Pourquoi ?» demandèrent d'une seule voix Ralph et le capitaine. Eh bien, parce qu'il fallait une sacrée force pour sortir Tiller de la piscine, l'habiller et le traîner jusqu'à la voiture. « D'accord, Henry, d'accord. Maintenant, dites-nous, pourquoi l'a-t-elle tué ?» Selon moi, capitaine, le mobile est le chantage. Tiller l'a menacé de révéler leur liaison si elle ne lui donnait pas de l'argent. Peut-être même la faisait-il chanter depuis quelque temps, mais elle s'est rebiffée cette fois-ci, parce qu'il devenait sans doute trop gourmand. Ou alors peut-être a-t-elle refusé tout net de payer, et sur le coup de la colère, elle l'a poussé dans le bassin. Quoi qu'il en soit, notre meurtrière est une femme costaud, mariée, insatisfaite, certes, mais nullement disposée à perdre son foyer, son mari et son train de vie, pour une simple passade. Le capitaine White Spoon se masse la nuque. Une femme mariée, solidement bâtie, habitant une luxueuse résidence avec piscine couverte, une maison située sur l'itinéraire de Tiller. Combien peut-il y avoir de personnes remplissant ces conditions? Espérons qu'il y en a au moins une, capitaine. J'allai avec Ralph à la société Rinaldi pour nous procurer la liste des résidences de banlieue où Tiller s'était occupé de l'entretien du jardin. Nous devions parcourir le secteur en voiture et commencer notre enquête. En fin d'après-midi, on avait localisé l'unique demeure de la région abritant une piscine. J'interrogeai la personne qui vivait seule sur les lieux et, d'après ses réponses évasives, je compris que nous avions mis dans le mille. On l'arrêta sur le champ et on la ramena au commissariat. Les formalités terminées, je m'approchai de la fenêtre la plus proche pour ruminer ma défaite. « Allons, Henry, allons, » me dit Ralph. « Te mets pas dans cet état-là. C'est quand même toi qui nous as mis sur la piste de l'assassin. T'avais raison sur toute la ligne. À un petit détail près. » Ralph, quand je dis Oaristis, j'entends Oaristis. Oui, je sais, Henry. Et par Oaristis, j'entends un rendez-vous galant entre un homme et une femme. Pas entre deux hommes. Que veux-tu? Les temps changent, Henry. Les temps changent. Mais l'un des deux hommes, en l'occurrence, n'était pas prêt à laisser éclater la vérité au grand jour, ni à céder au chantage de son amant. Tu vois? Ouais, Ralph, je vois. Mais tout ça m'échappe. Tout ça m'échappe. Le front collé à la vitre, je regardais sans la voir la circulation dans la rue en bas. Au bout d'un moment, Ralph m'apporta mon whisky soda quotidien. « Henry,
Henri, si je peux me permettre de faire une déduction, tu es un célibataire économe qui se trouve en ce moment à court de linge propre. Hein? Quoi? Pourquoi tu me dis ça, Ralph? Eh ben, regarde tes pieds, Henri. Je regardais mes chaussettes. Une bleue et une rouge. Flûte. J'avais vraiment espéré que personne ne s'en apercevrait. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.